Les amis, bienvenue sur Skydo TV. Aujourd'hui, on accueille Lucie Ignace, championne d'Europe, championne du monde, un parcours incroyable, installée à La Réunion. Aujourd'hui, elle a son propre dojo, elle travaille avec des marques, elle travaille avec plein de professionnels à La Réunion et elle va nous en dire plus sur elle, son parcours. Bienvenue Lucie. Merci. Bon, déjà, il y a plein de choses qu'on sait déjà de base sur toi. Du coup, je vais surtout m'intéresser à ce qu'on ne sait pas. Donc, je vais demander de me dire qui c'est Lucie Ignace, mais sans me parler karaté et sans me parler sport. Je suis Lucie. Okay. Je suis Lucie. J'ai 31 ans. Je suis originaire de La Réunion. Je viens de Sainte-Rose. J'ai grandi à Sainte-Rose. Donc, je sais qu'il y a un flou par rapport à ça. Donc, oui, je suis originaire de Sainte-Rose. Ma famille y est toujours. J'aime beaucoup les chiffres pour avoir un petit indice de ce que j'aime faire dans la vie. Je travaille pour une grande collectivité à La Réunion. Et alors, j'enseigne le sport que je sais le mieux faire. Forcément. J'enseigne et aussi j'ai pas mal de partenariats parce que j'aime beaucoup développer, j'aime beaucoup aider, participer au développement des entreprises des jeunes femmes à La Réunion. Donc je suis un petit peu touche à tout, je fais des défilés de mode, je fais des contenus parfois, voilà, je fais un petit peu de tout. Parce qu'on sait, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, que tu as une grosse communauté quand même sur Insta qui te suit, qui est très active à chaque fois que tu passes. Oui. Et donc, déjà, merci. En dehors du karaté, du coup, c'est quoi tes passions en fait? Je suis un peu touche à tout. En dehors du karaté, j'aime bien la mode. J'aime bien avoir une vie simple parce que c'était pas forcément le cas auparavant. J'ai une vie très cadrée à la minute, à la seconde près. Donc, pour moi, d'avoir une vie où je peux décider de changer de programme demain, c'est déjà très bien. Okay. Et du coup, comment tu tombes là-dedans? Comment tout ça se lance, sachant que tu as commencé très jeune? Oui. Dès l'âge de 16 ans, tu étais en équipe de France, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc tu découvres le karaté parce que tu as des camarades du coup, qui vont dans la salle en face de là où toi tu fais de la piscine. Exactement. Et à quel moment tu te dis « Ouais, j'ai envie de faire ça en fait ». Je crois que j'avais envie d'être avec mes amis et j'aime bien découvrir de nouvelles choses, nouvelles activités. C'est toujours le cas aujourd'hui. Donc du coup, je pense que la tenue, tout ça, je voulais savoir ce que c'était et je m'y suis pris au jeu, je me suis entraînée. Et à quel moment ça devient sérieux en fait? À quel moment tu te dis « Ok, c'est pas juste un loisir, il y a des performances à aller chercher ». Parce que tout ça, c'est à quel âge? À 8 ans. Ok. À 8 ans, je commence et tout de suite, j'ai été repérée par l'entraîneur. Okay. Qui dit que je vais devenir une compétitrice. C'est OK pour mes parents, c'est OK pour moi. Moi, je ne sais pas trop ce que c'est. L'entraîneur, c'était mon premier entraîneur. D'accord, peu importe. Mais du coup, ton premier entraîneur, il te détecte? Oui, j'ai un premier entraîneur à Sainte-Rose qui me détecte en tant que future compétitrice. C'était un club de compétition, essentiellement combat, parce qu'au karaté, il y a la partie technique, kata, où on répète des mouvements bien précis et qu'on doit apprendre par cœur. Et la partie combat, où c'est la confrontation, où là, on a un petit peu plus de liberté dans les gestes. Ça se tape. Mais du coup, je suis repérée et il dit très vite que je vais aller en compétition. Et à ma première compétition, je fais 3e. Je termine 3e, médaille de bronze. Et je n'étais pas contente. C'est compétition de quoi? Une compétition de combat. Une compétition de combat qui se passe, ici, à La Réunion. Une compétition interclub. C'est des petites compétitions pour les premiers compétiteurs qui ne connaissent pas trop le karaté. Donc, je fais 3e et en fait, à ce moment-là, j'ai la rage. Parce que je n'ai pas fait première et c'est là que ça devient sérieux. Parce que tu dis... Parce que je vais m'entraîner vraiment maintenant. Et peu importe le sport, peu importe le sport ou peu importe la discipline ou le domaine, je ne suis pas là pour perdre mon temps, je suis là pour gagner. Donc là, je fais 3e, ça ne va pas là. Et à partir de là, le karaté, ça devient sérieux. Alors que tu as 8-9 ans, quoi, c'est ça? Ouais, 8 ans, ça devient sérieux. Et comment on peut repérer un enfant à cet âge-là et savoir qu'il a tout de suite du potentiel? Maintenant que je suis entraîneur, je peux répondre à la question. On voit directement, même dès les 4 ans, parce qu'ils ont le droit de commencer à 4 ans. À 4 ans, 5 ans, on voit déjà un petit peu comment est-ce qu'il se comporte, sa capacité à progresser et à corriger les défauts, puisque au final, c'est de peaufiner, corriger, à écouter les consignes, à les exécuter
et à faire les choses bien, la tenue du corps, comment il se tient. Quand l'enfant il met aussi sa personnalité, on voit tout ça et c'est un tout qui fait que, ah ouais, lui, il a du potentiel. On ne dit pas il va devenir champion du monde, mais il a un gros potentiel, on peut le dire. Et du coup, c'est quoi ta première grosse compétition? Ma première grosse compétition, du coup, je pars au championnat de la Réunion. Ok. Championnat de la Réunion, qualificatif pour les championnats de France. Donc les 2 premiers sont qualifiés pour les championnats de France. Et du coup, comme après la compétition de Saint-André, j'avais la rage, du coup, j'arrive au championnat de la Réunion pour être championne de la Réunion. Je le suis. Je suis qualifiée pour aller au championnat de France. Donc, à mes 8 ans, je pars au championnat de France avec la délégation de l'équipe de la Réunion, avec les meilleurs jeunes de mon âge. Je pars à la Coupe de France, pupille. Pupille, ouais, c'est la catégorie des 8-9 ans. Okay. Et je termine 3e là-bas avec plus de 80 enfants dans la catégorie. Wow. Et je finis 3e. Et là, on se dit, ah ouais, c'est sérieux en fait. C'est vraiment sérieux de ramener une médaille. Ok, donc on n'est pas juste dans du loisir. Elle peut vraiment faire quelque chose de fou dans le karaté, quoi. Oui. Okay. Parce que c'était mon premier déplacement, ma première compétition. Et je fais 3e, sans trop de difficultés, alors qu'il y a on est à 80 dans la catégorie, quoi. Les petits, il y a vraiment beaucoup d'enfants. Ah ouais. Et du coup, c'est un peu après que du coup, tu exploses en allant vraiment sur des grosses compétitions, genre Coupe d'Europe, Coupe du Monde, tout ça. En fait, quand on est petit, on peut aller que jusqu'au championnat de France, Coupe de France. Okay. Après, quelques petits Open, ça dépend, parce que les pays organisateurs, ils organisent surtout pour les grands, parce que c'est beaucoup plus sérieux. Mais à 14-15 ans, ça devient sérieux, puisque j'ai été repérée par un autre entraîneur, qui est toujours mon entraîneur actuellement, qui est Monsieur Afizou, qui est originaire de Brapanon. À l'époque où il arrive à La Réunion, c'est un militaire fraîchement à la retraite. Okay. Donc il arrive à Sainte-Rose, dans notre dojo, pour faire le passage de grade, passage de ceinture organisé chaque année. Donc il est appelé en tant qu'expert et il parle de suite à mes parents. Il demande juste est-ce que c'est ici le passage de grade, parce que je suis invitée pour faire le passage. Et mes parents lui indiquent que oui, voilà. Donc le feeling est passé entre eux. Okay. Il s'est référé à eux et ils me repèrent en même temps. Ah, cette fille-là, elle est bien. Et ben ils me disent c'est notre fille, c'est notre fille. Okay. Et il dit moi j'ai un club à Brapanon, je suis totalement disponible, je suis maintenant retraitée. Donc à l'époque je m'entraînais 2 fois par semaine par rapport aux disponibilités du gymnase et lui il me propose des entraînements 7 jours sur 7. Ah oui, d'accord. Oui. Tu vas t'entraîner tous les jours? Tous les jours. Il propose, il dit votre enfant a du potentiel, je peux vous proposer de l'emmener au plus haut niveau, puisque je peux l'entraîner 7 jours sur 7. Mais en l'espace de... qu'est-ce qu'il détecte à ce moment-là chez toi qui lui fait se dire ou alors c'est vraiment un truc de coach Après, lui, c'est un coach expert. Ouais, okay. Même jusqu'aujourd'hui, c'est une bonne question, je lui demanderai. Ouais. Je lui demanderai, je ne sais pas du tout. Mais il détecte certainement que j'ai du potentiel et qu'on peut faire quelque chose. Parce que c'est là que vraiment ça décolle, parce que là, après, tu as 16 ans, et c'est là que tu es sélectionné en équipe de France, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc à 14 ans, à 15 ans, faut que je reprenne dans l'ordre. À 12 ans, je vais m'entraîner à Brapanon. Ouais. Donc ça devient très sérieux. Okay. Avec, oui, parce que là, c'est tous les jours, quoi. Donc c'est tous les jours. On n'est plus sur du loisir, on est vraiment sur de la performance, quoi. C'est ça. Donc de mes 8 à 12 ans, c'était plutôt cool. À mes 12 ans, je fais la connaissance de Monsieur Afizou, qui est mon entraîneur. Et ça devient sérieux. Des entraînements tous les jours, des stages pendant les vacances. Okay. Et là, on sent que... Tu manges karaté tous les jours? Tous les jours. Okay. Tous les jours, avec vraiment une expertise hors norme, avec vraiment un staff pro dès mes 12 ans. Ouais. Donc là, on se dit, je crois que c'est parti. Donc je pars au championnat de France, je suis championne de France à 14 ans, championne de France à 15 ans, et du coup, je suis repérée par un entraîneur de l'équipe de France à mes 15 ans, qui m'invite à aller en stage, à commencer des stages en équipe de France pour voir si on peut aller un petit peu plus loin. Je décroche ma première sélection. Du coup, je suis sélectionnée pour les championnats d'Europe et à mes 16 ans, je fais mon premier championnat d'Europe. Et comment ça se finit? Je gagne, je suis championne d'Europe. Championne d'Europe? Ouais, à Paris à 16 ans pour mes premiers championnats d'Europe. Monstrueux. Et du coup, ça fait quoi d'avoir 16 ans
et de représenter du coup la France et la Réunion au passage Je crois que j'étais inconsciente. de tout Parce que je le fais, parce que c'est sur mon chemin, je le fais, c'est cool et je verrai comment ça se passe. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai vécu une très belle aventure à ce moment-là parce que j'étais entourée de nouveaux sélectionnés comme moi. Ouais. Donc c'était fou pour nous, c'était chouette, on est une nouvelle équipe. T'as pas encore ce poids sur les épaules de représenter ton île, de Non, faire, je le voyais de pas faire comme un ça. résultat ou quoi. Non, je le voyais pas comme ça. Moi, je voyais, parce qu'en fait, quand on est en équipe de France, on a des dotations. On nous donne des vêtements, des sacs, des baskets et tout. C'est cool, quoi. Et moi, j'ai trop aimé, en fait. C'était ça mon truc. On avait des vêtements entiers, équipe de France déjà. Ouais. C'est écrit France sur notre survêt, on représente la France. C'est waouh, Ah, la classe. c'est beau, c'est chouette. On est habillés tous pareil et tout, c'est trop stylé. C'est ça qui m'avait plus attiré Là-dedans, au-delà de ça. Et même le kimono, ça y est, on a le drapeau de l'équipe de France bandeau dessus. bleu, blanc, rouge dessus. Quoi. Ouais. Et ça, en fait, c'est là que j'ai pris conscience. J'ai fait ah ouais, c'est Ça rigole cool. plus, ça Ouais, rigole c'est plus. cool. Mais encore une fois, je le prenais vraiment. Je suis sérieuse dans ce que je fais, mais j'ai aussi un côté où c'est cool, c'est vraiment Ouais. chouette. J'aime beaucoup. Faut que il y a du fun, il y a un côté fun là-dedans. Oui. Je prends du plaisir quand même. Parce qu'après viennent les championnats du monde du coup. Oui, donc là, championnat du monde. Là, j'étais chez les jeunes. Donc à 16 ans, on est chez les jeunes. Après, je participe en janvier, je gagne mes championnats d'Europe. En novembre, je suis chez les championnats du monde jeunes, toujours, où je fais 3e, je fais médaille de bronze. Au Maroc, c'était quand même très positif parce que à chaque sortie, j'arrive à faire une médaille internationale. Donc ça nous conforte dans le fait que En plus, c'était les objectifs que tu t'étais fixés peut-être. nous, on s'était fixé comme objectif d'être championne du monde chez les grands. D'accord, ok. D'être champion du monde senior chez les grands. Et ça devient le cas en 2012. Ok. Et championne du monde chez les grands, c'est Oui. en 2012. Oui, à 19 ans. À 19 ans. Et là, je sais pas, comment on vit ça? Entre mes 16 et 19 ans, le but était de peaufiner pour que je devienne une bonne athlète qui dure, qui est dans la durée. Notre seul objectif avec mon entraîneur, c'était que je devienne championne du monde. À mes 12 ans, il me dit « Tu veux être championne du monde ?» Et moi, bêtement, je dis « Bah oui !» Mais oui, quoi? Est-ce que tu es prête à manger entraînement tous les jours? Est-ce que tu es prête à t'entraîner le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche matin pour bien vérifier qu'on n'est pas sorti le samedi soir? Donc, avec les yeux fardés. Oui, on ne peut pas assurer là, le dimanche matin. Donc, est-ce que tu es prête à cette rigueur? Est-ce que tu es prête à tous ces sacrifices? Est-ce que tu es prête à t'entraîner alors que tu es fatiguée, alors que tu es à l'école, alors que tes amis ils vont à des anniversaires? Moi, j'ai tout raté. Hein. J'ai tout raté parce que j'étais à l'entraînement, j'étais en déplacement. Le lundi matin, c'était compliqué. Tout le monde parle, ah, la soirée, c'était trop cool et tout. Moi, je sais rien. Oui, parce Toi, que t'étais où? Tu vas à l'école, tu fais que école, karaté, Karaté. école, karaté. Oui. Comment on le vit? À la base, c'était cool. C'était cool au début. Après, tu le vis Et pas puis, comme quand un tu grandis, sacrifice et tout. 16 ans, c'est chouette. 17 ans, ça commence à tirer un peu. Parce que là, les autres, ils vont manger des Américains en face. Et moi, je suis à la diète avec ma pomme verte. Alors là, je commence à être vénère. Là, je commence à être énervée, là. En plus, t'as pas choisi la bonne île pour faire des diètes, quoi. Rougail, saucisse, boucané. C'était compliqué. C'était compliqué. Ah là, c'était dur. Mentalement, c'est ça. Et comment J'étais frustrée. tu À la fais? fois, je suis récompensée pour ce que je fais, parce que je ramène des médailles, j'avance dans mon parcours à la fois scolaire, puisque j'arrive à suivre, j'arrive à tenir le rythme. À la fois, je fais des médailles, je suis en équipe de France, c'est hyper gratifiant, Ouais, c'est sûr. c'est hyper chouette, c'est une vie hors norme. Oui. Mais ce qui me dérangeait à ce moment-là, c'est de ne pas avoir une vie comme les autres. Et aujourd'hui, part, c'est le contraire. Ouais. C'est le contraire, je suis très heureuse d'avoir eu une vie pas comme les autres. Parce que du coup, sur le coup, c'est dur. Oui, Mais c'était dur. vraiment, tu as de satisfaction après d'avoir vécu tout ça, quoi. C'est ça. Et je pense que c'est le souci qu'on peut avoir quand on est jeune, quand on a 16 ans, quand on a 17 ans. Voilà, c'est chiant de faire des sacrifices, on a envie de vivre, on a envie de faire nos premières sorties, on a envie de passer du bon temps avec nos amis. Mais en fait, ça, c'est des choses qui se retrouvent. Après. Alors que la carrière que j'ai eue, ça ne se retrouve pas si je n'avais pas pris le bon TGV Au bon moment. au bon moment.
j'aurais pas eu cette vie-là. Mais comment tu te forges un mental pour y arriver à ce moment-là, en fait? C'est quoi le truc qu'il faut se dire ou qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour tenir la discipline et aller jusqu'au bout et devenir champion du monde, quoi? Moi, j'avais vraiment une équipe qui me permettait d'avoir cette discipline. J'avais certainement, je n'ai pas le souvenir, je devais avoir des craquages ou des moments où je me disais « Ah, c'est trop dur. Ah ouais, c'est bon. T'as le son pour faire. Là, même pour entraîner. Mais gagner 5 là-bas sur 20. Fatigue à moi, ce truc-là. Pour gagner le coup partout. » Ouais, parce que tu te tapes. À un moment, on dit que ça m'a bouffé, moi. Pourquoi? Que ça m'a bouffé, moi, voilà, vraiment. Mais du coup, mon entraîneur, il était là. Il était là à me dire, c'est pour ça que tu le fais. Un jour, tu seras satisfaite et tu seras contente, tu auras ce que tu veux dans la vie. C'est mon mentor, ça l'est toujours. Je le remercie tous les jours pour ça parce que c'est grâce à lui, vraiment, totalement. Wow. Et tu dirais que l'entourage à ce moment-là, c'est... hyper important. Ah ouais. Sans entourage, n'importe qui craque. Parce que c'est trop difficile. C'est comme toute chose. C'est difficile, il faut avoir une discipline. En fait, ce qui est compliqué, c'est pas d'être devant les médias, d'être sur la une des journaux. Ça, c'est la partie super. Mais derrière ça, c'est des entraînements tous les jours, du lundi au dimanche. 7 jours sur 7, tu t'entraînes. 7 jours sur 7, tu t'entraînes. C'est la discipline qui est compliquée au quotidien. C'est pas être là, devant tout le monde. Ça, c'est la partie fun. Mais ce qui est compliqué, c'est tenir la discipline derrière. Même en t'entraînant tous les jours, il faut tenir une diète et tout? Ah, bien sûr, parce qu'il y a une pesée. Nous, on fait un sport à catégorie de poids. Chacun a sa catégorie de poids. Et en fait, il faut rester dans cette catégorie parce que si par exemple, moi, mon cas, j'étais en moins de 55 kilos. Okay. Donc, je commence à performer, je suis championne de France, moins de 55 kilos. Okay. Je conforte ma place ici, comme une autre fille conforte sa place dans la catégorie au-dessus. Okay. Si je vais au-dessus, il faut recommencer. Il faut recommencer dans une autre catégorie de poids. Exactement. À quelques kilos près, quoi. Oui, à 100 grammes près. Wow. 100 grammes près, un verre d'eau. Un verre d'eau. Donc, les diètes, c'était compliqué. Ça a été plutôt normal à mes 15-16 ans, parce que j'étais en moins de 55 kilos sans souci. Mais j'ai été toujours en moins de 55 kilos à mes 20 ans aussi. Oui, parce que tu grandis en plus. Je grandis et ma catégorie, c'est 55. Ok. Donc, et en plus, pendant toute cette période-là, tu vis à La Réunion. Oui. Donc, alors que les compétitions, elles ne sont pas en métropole ou quoi? Les championnats de France ont lieu en métropole et les compétitions internationales avec l'équipe de France, elles ont lieu partout dans le monde. Et du coup, tu faisais des allers-retours? Allers-retours tous les mois. Mais ça, c'était cette organisation-là, comment tu t'en sortais? Merci à mon staff. Ouais. Ah oui, mon entraîneur, il gérait tout. Moi, j'avais juste à m'entraîner, à être au poids et à gagner. Ça, c'était mon taf. C'était mon job et avoir des notes correctes. Parce que des super notes, c'était compliqué. Mais des notes correctes. Tiens le fil. Parce qu'il y avait cet équilibre-là aussi à trouver en mode, tu dois réussir dans le côté sportif, mais tu dois un minimum réussir à l'école aussi. Bien sûr. Parce que si on a un athlète de haut niveau qui foire ses études, et à un moment donné, il n'y a plus d'équilibre. Il faudra faire un choix. Ouais. Moi, je ne voulais pas faire de choix. Mon choix, c'est les deux. Je fais un bac économique et social. Et je prends une spécialité pour gratter des points. Donc, je prends une spécialité espagnole pour gratter des points. Ouais. Et à la fois, je suis athlète de haut niveau. Je fais mes premières compétitions en équipe de France. Je fais mes tournées avec l'équipe de France. Et je gagne mon bac. Après, je passe en BTS. Et j'ai mon BTS. Et à la fois, je suis championne du monde cette même année. Wow. C'est une gestion, c'est un équilibre à gérer. Et c'est de la rigueur partout. Discipline. Discipline partout. Tu dirais que vraiment, le mot-clé de ta réussite, ça a été ça, la discipline? La discipline, à 1000%. Ouais. Discipliné. Dans l'avion, tu révises. Tu mets ta tête en place. J'avais des copines qui m'aidaient, qui m'envoyaient les cours. Donc là, j'ai entraînement. Quand j'ai fini l'entraînement, je fais mes cours. Quand j'ai fini mes cours, je reprends l'entraînement. Quand j'ai fini l'entraînement, je mange un peu, pas trop. Ah ouais. Donc là, il n'y avait pas de récompense. Il y a pas. Elle est où la récompense? Je me dis, mais elle est où? Que à la fin. La récompense, elle est que à la fin dans la victoire. Mais quelle récompense? Ouais, ça valait le coup. Mais bien sûr. S'il y avait à refaire, je l'aurais refait normal. La même? La même.
malgré, entre guillemets, la souffrance au quotidien, malgré la diète, les sacrifices, on peut se dire quand même que, ok, tout ça vaut le coup. Bien si sûr. on décroche un championnat du monde, quoi. Mais oui, mais de toute façon, si je le fais pas, je peux pas savoir. Donc, tant qu'à faire, vaut mieux. Moi, quand je suis déjà dans le problème. Je suis déjà là. Je suis déjà dans le dojo, je suis déjà en train de m'entraîner, je suis déjà à l'école. Tant qu'à faire, je suis déjà là, autant le faire bien. Jusqu'au bout, quoi. C'était vraiment ma leitmotiv quand je perdais un petit peu de motivation. Je me disais, de toute façon, je suis déjà là. Je suis déjà là, bah autant que je sois là et que ça soit positif. C'est un peu ce truc dans Karate Kid, on te dit il faut être à gauche ou à droite de la route. Tu peux pas faire les choses à moitié. Soit tu fais vraiment, tu te lançais pas dedans. Oui. Mais si tu t'es lancé dedans, il fallait y aller à fond. C'est un peu ça la mentalité. Ouais, c'est ça. Ouais. Totalement. Quand tu commences quelque chose, tu le fais bien. Tu te donnes les moyens et tu seras récompensé. Pourquoi tu ne seras pas récompensé alors que tu as été au bout de toi-même? T'as tout mis en œuvre. T'as tout donné. En même temps, j'ai envie de te dire, si t'as donné 100% de toi-même, tu peux pas avoir de regrets. Même si tu fais une médaille de 3e et que c'était pas l'objectif, c'est quand même satisfaisant. Parce que t'as été au bout de toi-même, tu t'es donné les moyens. Ouais, c'est stylé. Et quand t'as été... Du coup, c'est jeune que t'as été détecté au potentiel intellectuel aussi. Non, c'est à mes 30 ans. C'est à tes 30 ans? Oui. Ah, donc tu le savais pas? Non, on me disait juste que j'étais hyperactive. Ah. J'étais hyperactif et pour les gens, un hyperactif, c'est un maman, il bouge un peu. Il dort pas la nuit. Ça t'a aidé ou ça a été compliqué au contraire? Ça m'a grave aidé. D'être hyperactif, c'est intéressant ça. J'étais hyperactif, sauf que on ne savait pas hyperactif. On n'a pas cherché plus pourquoi. Juste, à l'école, c'était toujours bavardage. C'était toujours elle bouge trop. Pour mes parents, je dormais pas de la nuit. C'était compliqué pour eux parce que un enfant qui ne dort pas de la nuit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc du coup, peut-être qu'il faut lui mettre au sport pour canaliser un petit peu, qu'elle soit un petit peu plus fatiguée. Et du coup, moi, mon hyperactivité, le fait que j'étais comme ça m'a beaucoup aidée parce que ça me permettait d'enchaîner des journées avec énormément de choses. Donc le matin, je m'entraîne, toute la journée, je suis à l'école, le soir, je m'entraîne et le soir, j'ai pas sommeil. J'ai pas sommeil. Parce que parfois, on le vit très mal à l'école, l'hyperactivité, parce que t'es la tête de turc de la classe, parce que t'es tout le temps en train de bouger, t'es jamais en train d'écouter le professeur. C'est parfois compliqué d'avoir des bonnes notes parce qu'on n'est pas attentif longtemps et tout. Oui. Et toi, au contraire, ça a été l'une de tes forces d'être hyperactif parce que au potentiel intellectuel au final, c'est ça? Oui, ça m'a aidé, moi. Ça m'a aidé parce que je suis quelqu'un qui a besoin d'emmagasiner énormément d'informations. Et je l'ai compris à mes 30 ans parce que j'ai beaucoup d'insomnie, je ne dors pas de la nuit. Et en fait, au fur et à mesure, je travaillais sur moi. Je me disais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je fasse du sport? Est-ce que ça ne marchait pas? Et en fait, tu te dis, c'est bizarre quand même. C'est bizarre, tu dors pas. Attends, tout le monde dort. Tout le monde dort. Toi, tu dors pas? C'est quoi ça? Tu t'ennuies, c'est quoi? Je m'ennuie. Je conduis, je m'ennuie. Je conduis, je m'ennuie. Il faut que je fasse quelque chose d'autre à côté. Donc, toujours quand je conduis, j'appelle quelqu'un. Mes amis, quand j'appelle, ils disent « Pour conduire là ?» Ok. Oui. Ok, j'adore. Oui, je m'ennuie. Il me faut des infos. D'accord. Et c'est ça, être HPI, en fait, c'est qu'il faut être stimulé, en fait, c'est ça? Il faut être stimulé, il faut être rassasié. Il faut être rassasié d'informations. Il me faut des infos, il m'en faut plus. Encore plus. Encore. J'en ai pas assez. J'ai pas encore sommeil, là. Il manque des infos. Dans le karaté, parce qu'il y a ce côté, dans le combat, il y a le côté physique, il y a le côté stratégie de combat. Oui. Est-ce que le fait d'être un peu au potentiel intellectuel, ça t'a peut-être aidé dans le karaté aussi? Moi, je pense que ça aide dans la vie au quotidien et encore plus dans le sport à stratégie. Mais il faut savoir que moi, je n'étais pas top en stratégie. Ah. Parce que je n'avais pas encore canalisé, je n'avais pas encore repéré qui j'étais, je ne savais pas encore vraiment... J'étais juste une bonne attaquante avec de très fortes capacités explosives, de vitesse. Du coup, pour être un bon karatéka, il faut être rapide et il faut être explosif. C'était les qualités que moi j'avais, mais par contre, je faisais des erreurs tactiques. C'est pour ça que j'avais un coach qui me disait « Ah, par contre, bouge plutôt à gauche, bouge à droite, attends. » Moi, je ne savais pas attendre, je ne savais pas défendre. Et les gens disaient « Mais c'est une bête d'athlète, elle attaque hyper bien. »
Sauf qu'il ne savait pas que je savais faire que ça. Je peux que le faire bien, je sais faire que ça, je ne sais pas défendre. Du coup, à défaut de défendre, la meilleure défense, c'est l'attaque, quoi. C'est ça? Ah, mais attaque avant et attaque à moi. C'est tout. Oui, parce que c'est ce que tu me disais en off. Tu me disais, et je trouvais ça vachement contradictoire, tu sais, moi, je suis quelqu'un de très, très chill et tout. Bon, et en fait, t'attaques les gens par sécurité, parce que si je t'attaque, au moins, tu m'attaques pas. C'est pas parce que je veux te faire du mal, en fait. Ouais. C'est trop drôle, c'était trop drôle. Ouais, je suis quelqu'un d'hyper gentil, de très cool. Mais après, du coup, maintenant, je sais qui je suis. Je sais que je suis HPI et que je suis hypersensible. Donc, du coup, j'ai une carapace. J'avais d'ailleurs j'ai un coach mental qui s'appelle Alex Hernandez qui m'a aidé à aller chercher ce côté-là que je ne connais pas. Il me disait, lui, il savait en fait. Parce que lui, il sait, il dit, mais toi, tu es un haut potentiel, c'est comme ça. Et moi, j'écoutais, mais c'est quoi tu réalisais pas trop, quoi? Non, je savais pas. Et lui, il savait par rapport à ma gestion du stress, par rapport à ma gestion, il me gérait au quotidien. Donc vraiment, mon staff, c'était Monsieur Afizo, c'était mes parents et c'était Alex Hernandez. Parce que sans eux, j'aurais pas eu l'équilibre. Donc d'un côté, avec Alex Hernandez, j'ai l'équilibre prépa physique plus le côté mental, m'apaiser, trouver des solutions. Pourquoi tu dors pas? Il faut mettre telle chose en place. Il faut que tu emmagasines plus d'informations. C'est pas un côté physique, c'est un côté mental. Donc dans ma tête, il faut que j'ai assez d'informations pour pouvoir être satisfaite. Et l'autre côté karaté, c'était totalement mon entraîneur qui me disait, qui mettait en place, qui lui aussi ne dormait pas de la nuit pour pouvoir trouver la petite chose là qui fera que nous, on réussira. Parce que tout le monde fait la même chose. On fait tous les mêmes coups de poing et les mêmes coups de pied. Certes. Mais qu'est-ce qui fera que nous, on réussira? C'était son job à lui. Ça, c'est super intéressant de savoir. C'est ça, qu'est-ce qui a fait que toi, tu as performé plus que les autres? Et du coup, quand on t'écoute, c'est vraiment d'avoir construit la bonne équipe autour de toi, en fait. Oui. Il faut bien t'entourer, il faut choisir des personnes. Moi, j'ai même pas choisi, j'ai eu cette chance. Pour moi, c'est une chance d'avoir des personnes autour de moi qui ne dorment pas de la nuit pour me gérer, pour que moi, je sois dans la facilité. D'ailleurs, tu m'as sorti une anecdote qui était géniale tout à l'heure. Faut que tu me racontes cette histoire de quand tu gagnes ta Coupe d'Europe. Ouais. La réaction de l'entraîneur quand tu viens de gagner la Coupe d'Europe. Bon, en fait, souvent, quand je gagnais des compétitions, que ce soit championnat de France, championnat d'Europe ou championnat du monde, moi, je suis quelqu'un qui célèbre. Je célèbre, je danse, je suis contente. Ouais, j'ai gagné et tout, normal, trop truc de fou non, et tout. En même temps, c'est un truc de fou, c'est normal. Ouais, mais mon entraîneur, il dit, c'est quoi là, tu célèbres quoi là? Il y a encore du taf. T'as gagné que 1-0. On va où avec ça? Que 1-0. Ouais. C'est tout. Ah. Et là, ok. Je redescends. Ok. Avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu dis par rapport à ça, en fait? En vrai, moi, je lui dis merci parce que il me remet, même si je suis sur Terre, mais il me remet encore plus sur Terre. Il dit, c'est sa façon de te pousser. C'est sa façon de te dire, OK. Non, il ne dit pas. Tu dois détecter que c'est bien ce que tu as fait, mais tu peux faire mieux. Tu peux faire mieux. Ouais, mais s'il te plaît, laisse-moi respirer un peu là. Non. Allez. Parce qu'il faut rester focus. On est focus, c'était pas ça l'objectif. T'es championne d'Europe chez les petits? Ouais, super. C'était pas l'objectif. C'est terrible. Retourne à l'école. C'est terrible. Ah oui, retourne à l'école. Ne te chauffe pas, on va pas faire la fête. Là, tu retournes à l'école. Quelle fête? Ah ouais? Un resto. Ensemble, lui et moi. Championne d'Europe, juste on mange un coup. Ouais, et on après, mange. Le lendemain, tu vas à l'école. Super, j'avais le droit de manger au moins. Oui, parce que j'avais pas le droit de manger avant. Oui, la diète et tout. Ouais. C'est terrible. Mais sur le coup, c'est pas frustrant quand t'es petit, tu te dis, il est trop dur avec moi, en fait. Non. Non. Moi, j'aimais bien. C'est fait avec bienveillance quand même. Ouais. Je sentais que, non, j'abuse. Il donnait des cadeaux. On faisait des paris. Ouais. C'était quoi les paris? Les paris, il disait, si tu gagnes une médaille d'or là, choisis un cadeau que tu veux. Donc, par contre, il était hyper généreux avec nous. Ah ouais? Moi et tous les autres, on était gâtés. Ouais, vraiment. On était gâtés. Moi, j'avais eu des cadeaux avec lui que j'ai jamais eu de ma vie entière,
que j'aurais même jamais. Je choisissais quelque chose. Moi, j'aime bien les sacs, j'aime bien la mode. Je choisissais des boucles d'oreilles, des diamants. Premier diamant, ça, waouh! Je me dis, mais c'est trop stylé. Mais par contre, oui, c'était ça sa récompense. Sur le tapis, c'est pas assez parce qu'on peut faire mieux. Il sait que je peux faire mieux. Donc là, c'est son côté coach. C'est son côté coach. Voilà, c'est son côté, il sait ton potentiel. Tu as gagné, mais on pouvait faire mieux. Mais c'est bien quand même, c'est bien. Mais voilà. Mais après, il a une parole, une seule. Il te dit que tu vas avoir un cadeau, il va l'acheter, il t'emmène avec lui ou il te l'offre, mais il te tient sa parole. À un moment donné, il dit « Ah, me fais plus pari, moi. Au gars, il trop. » Tu gagnes trop. Ah, mais t'es gagné, hein. Au diamant, on a fait pour moi gagner. Ah, mon noir. Ah, ça coûte trop cher de faire des paris avec toi. Ah oui, oui. En plus, diamant, mais t'es repéré de tout. Vous connaissez combien on a payé ça? Ah, c'est pas mal, c'est pas ouais. mal. Ah ouais, on avait après, beaucoup de cadeaux. Trouvé le truc pour te motiver et puis ça te parlait, quoi. C'était ça, quoi. Ouais, ah, cadeau. C'est beau délire, non, ça. il est vraiment généreux. C'est pour ça, pour moi, je dis, c'est mon père. Hein. C'est notre père à nous tous. Hein. Quoi, c'est ça. Ouais, en plus, oui, tu m'as dit, il y a ce côté très soudé, c'est une famille, beaucoup on se protège, on est très protecteurs les uns les autres, tu m'expliquais ça et tout. Ouais, on est hyper protecteurs, on est une team, on est une équipe. Les personnes que j'ai connues à mes 12 ans sont toujours mes meilleurs amis aujourd'hui parce qu'on a vécu la galère, on a vécu l'enfer et tout, ensemble. Les entraînements durs, quand mon entraîneur il n'était pas d'humeur, quand il n'a pas envie de rigoler avec nous, des fois il avait envie de rigoler, des fois non. T'as des anecdotes comme ça d'entraînement? À l'entraînement, c'était tout le temps dur de toute façon. Ah ouais. C'était tout le temps dur. L'anecdote que je pourrais raconter, c'est que c'est pas plutôt à l'entraînement, mais c'est dans la vie autour de l'entraînement. Ouais. C'est que nous, on avait des stages au mois de juillet-août. Ouais. On avait stage avec mon entraîneur. Donc du coup, de 10h à midi, on s'entraînait. Entre midi et 2, on mangeait tous ensemble à la piscine. Et après, de 14h à 16h, on avait encore entraînement. Et il ne savait pas, je pense qu'il ne sait pas, mais mes meilleurs amis, qui sont Julien et Audric, ils allaient chercher des bouchons en cachette pour... Ça ne faisait pas partie de la diète, ça. Non, moi j'avais une pomme verte et ils contrôlaient grave et nous on passait des bouchons comme ça dans le dos. C'est pas mal. Ouais, trappe, vite! Mange. Ouais, et c'était... Mais il ne savait pas, il ne sait pas, il va découvrir là. Ah ouais. Ça faisait du trafic de bouchons. Trafic bouchons. Donc le petit, il va attraper, il passe à le deuxième il passe dans le dos. Il passe comme ça, là, et moi, je attrape comme ça. Passe ça à Lucie, ouais, en discret. Ouais, c'était ça. Ouais, on faisait ça parce que j'avais faim. Et mon menu, c'était une pomme verte, des fruits et tout. Non, nous, on faisait des trafics de bouchons, de frites, parce qu'il y avait un bar à côté. Il mange ce truc comme ça, et moi, il mange un pomme. Ah non, t'es trop dur. Mais ah oui, parce que vous mangez tous ensemble. Oui, eux, ils n'ont pas de problème. C'est moi, j'ai des problèmes de diète. Ah ouais? Ah ouais, on fait du trafic de bouchons. Ah, c'est stylé. Et du coup, alors c'est dur de résumer une carrière, ça ne peut pas se résumer. Mais c'est quoi vraiment les moments forts de cette carrière que tu as pu avoir? Si je peux résumer, je commence le sport à 5 ans, la natation. Je découvre le karaté à 8 ans. Je deviens championne de la Réunion à mes 8 ans. Je pars à mes premiers championnats de France où je fais toujours des médailles. Je suis repérée par mon entraîneur à l'âge de 12 ans. Et là, ma carrière décolle vraiment. Je deviens vraiment une karatékate accomplie. Je deviens championne de France réellement avec des titres que je confirme. C'est pas qu'une seule fois que je confirme. Et donc 14 ans, 15 ans, 16 ans, championne de France. Je rentre en équipe de France à mes 16 ans. Je deviens championne d'Europe. Je commence à avoir des médailles internationales. J'arrive à avoir ma place en équipe de France senior. Ça, c'est la vraie équipe de France. Parce que jusqu'à maintenant, c'était du jeu. Okay. Voilà. Donc, j'arrive à avoir mon bac à 17 ans, bac économique et social à 17 ans. À 19 ans, je me prépare pour rentrer en équipe de France chez les grands. Je fais mes premiers championnats d'Europe où je suis médaillée de bronze. Je deviens championne du monde universitaire pour les moins de 28 ans en juillet. J'obtiens mon BTS aussi en juillet, ce même mois. Je suis qualifiée pour les championnats du monde, les vrais championnats du monde,
pour novembre 2012, je deviens championne du monde, la plus jeune championne du monde de l'histoire du karaté français, à 19 ans. Wow. À Bercy, devant des milliers de personnes, je ne sais pas combien. Il y avait vraiment beaucoup. Et là, ça décolle. Et j'étais pas prête. Ouais. Parce que pour moi, j'ai juste fait une compétition comme les autres. Sauf que là, ça prend. Ça part en tournée de presse. La carrière devient autrement. Ça prend de l'ampleur. Je suis appelée partout pour des défilés de mode, pour tout. Je deviens mannequin, je fais de la publicité, je deviens vraiment connue. Je deviens icône, comme on dit ça ici. J'arrive à l'aéroport, j'ai des gardes du corps, j'ai des gens pour porter mon sac. Je dis, mais c'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Il y a des bus entiers, il y a les embouteillages partout. Je fais la tournée des médias. Et là, ma vie, elle m'appartient plus. Et tu vis comment ça dans ta tête? Ma vie, elle m'appartient plus. J'avais plus de vie. Donc, c'est hyper positif. Là, je raconte le côté carrière, où là, c'est incroyable. Et je continue. Enfin, pour finir ma carrière, on va dire, après, c'était que du bonus. Mon objectif, notre objectif de vie est atteint. À 19 ans, je suis libre parce que j'ai tout fait pour atteindre mes objectifs. On a rempli le contrat ensemble avec mon équipe et maintenant ils me disent tu fais ce que tu veux. Oh. Sauf que je ne voulais pas faire ce que je veux. Je voulais encore continuer encore un peu. Parce que tu fais d'autres compétitions. Après. Je fais encore d'autres compétitions et je conforte mes titres, mais c'est du bonus. Je suis plusieurs fois championne d'Europe derrière, plusieurs fois championne du monde derrière et j'arrête ma carrière en 2018 pour faire fin à ma carrière de karatéka. En 2018, je mets fin à ma carrière et je travaillais déjà, donc c'est pas quelque chose qui me... Oui, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on se demande. Pourquoi, la question du pourquoi tu as arrêté en fait. Pourquoi j'ai arrêté, mais aussi est-ce que c'était mon métier? Et ça n'a jamais été mon métier, puisque là, dans l'interview, on en parle beaucoup. J'ai toujours été à l'école en même temps et le karaté, ça a toujours été à côté. Je le voyais comme une passion, même si ça avait l'air pro. On n'est pas professionnel parce qu'on ne peut pas en vivre. Bien sûr, si on décide d'en vivre avec les sponsors, on peut. Mais moi, ce n'était pas mon choix. Je voulais faire autre chose à côté, je voulais travailler. Donc, c'est ce que je faisais. J'ai toujours eu une double vie, un double projet, même un triple projet parce que je fais encore d'autres choses à côté. Parce que oui, c'est ça. Après, tout à l'heure, je te poserai les questions que tout le monde se pose à propos du karaté. Mais ouais, l'un des a priori qu'on a, c'est que tu fais que ça de ta vie, le karaté, alors qu'en fait, c'est l'une de tes activités. Tu as un travail, c'est pas ce qui te donne forcément à manger, mais donc tu as une vie parallèle à côté de ta vie de championne du monde. Bien sûr. Et c'est super intéressant de ce que tu disais. C'était comment on vit le changement de le coup de on devient célèbre comme ça du jour au lendemain. Les fans, les machins, l'histoire le garde du corps, etc. Et puis garde du corps pour une karatéka en plus. Mais après, c'était plus pour pas... Parce qu'il y avait vraiment foule. Il y a vraiment la foule. Juste pour sécuriser. Comment tu le vis dans la tête, ça? Je savais pas... En fait, je savais pas que ça existait. Okay. Je savais pas que ça existait. Je savais pas que c'était possible. Et ça n'a jamais été un objectif pour moi. D'accord. Moi, j'ai que des objectifs à atteindre. Sportif, quoi. Sportif. Je veux être championne du monde. Okay. Ça va engendrer quoi derrière? Moi, j'en ai aucune idée. Qu'est-ce que j'en sais? Je sais pas du tout. Donc, du coup, moi, j'atteins mes objectifs. Sauf qu'après, il y a une autre ampleur, en fait. C'est un truc de fou qui arrive après. Et moi, je n'étais pas préparée à ça. Parce que j'ai juste voulu être karatéka. Et comme je suis perfectionniste et j'aime l'excellence, je veux être excellente dans ce que je fais. C'est tout, ça s'arrête là. Donc, je suis devenue connue malgré moi. Je suis devenue une référence malgré moi. Ça n'a jamais été un objectif. Et moi, ce que je dirais aux gens, c'est de ne pas avoir cette finalité-là comme objectif. Parce qu'au final, il faut bosser, il faut être excellent. Et l'excellence apportera quelque chose après. C'est ça, tu dis qu'il ne faut pas commencer le sport avec l'objectif de la célébrité derrière. Pas du tout. C'est pas la source de motivation qui te permettra d'atteindre l'objectif, quoi, c'est ça? Exactement. Et ça, c'est vraiment un poids, quelque chose. Il faut vraiment le travailler parce que
Ben, mes élèves, quand ils viennent, ils disent que je veux être connue, je veux être riche. Mais c'est pas ça à la base. Ah ouais, ils te le disent, ils me le petits disent. dans ton dojo? Oui, ils veulent un 4x4, ils veulent être riches, ils veulent avoir une grande maison, Ah ouais. ils veulent avoir de l'argent, ils me l'ont dit encore hier. Tu leur dis quoi, du coup? Je rigole. Je rigole, comment c'est possible? Ah ouais? Comment c'est possible d'avoir ça dans la tête à cet âge-là? Parce que oui, on parle d'enfants qui ont quel âge? 7 ans. 7 ans. 7 ans, il te dit je veux un gros 4x4 et être connu, et c'est pour ça que je fais du sport. Oui. Ah ok. Mais en se basant sur toi comme modèle, c'est ça le pire. Alors que toi... Parce qu'ils voient ça, ils voient la fin. Oui, ils voient la fin. Ils voient pas... Ils disent, ah, si je fais ça, je vais avoir de l'argent, et du coup, je vais avoir un 4x4, et je vais être riche. Ah, je vais dans Pour le eux, c'est dojo ça. de Lucie Ilias. Ouais, ou Ah avoir ouais. leur dojo à eux aussi. Ok. Pour eux, c'est logique. Mais moi, j'avais pas de modèle, j'avais pas de référence. Et du coup, c'est quoi Tout ce qu'on fait, le message c'était... pour eux, c'est ça, c'est du travail, cherche l'objectif sportif. Oui, et le reste viendra Ok, après. ok. Quand on a un objectif dans la vie, dans le travail, juste sois excellent dans ce que tu fais. Après, le reste, ça viendra automatiquement puisque tu es excellent. Il faut être incontournable. Ouais, donc la fame est venue et tu l'as pas cherché. Non, moi, j'aime et pas ça. ça a jamais fait partie, quoi. J'aime pas ça. Je suis quelqu'un qui paraît extravagant dans le style, dans ma façon de m'habiller, dans ce que je dégage, mais je suis quelqu'un d'hyper simple. Hyper simple. J'aimais les moments quoi, moi? J'aime quoi comme moment? J'aimais aller voir ma grand-mère, j'aimais apprendre à vendre des litchis, parce que nous, c'était ça notre passion. Ouais, on va aider notre grand-mère, on va vendre des litchis et tout. Mais c'était cool. Pour moi, c'est ça. Genre, on va donner à manger à ces poules là-bas. C'était ça notre vie, nous. À Sainte-Rose, voilà quoi. Oui, après, t'es dans l'Est, forcément. Je suis dans l'Est, mais moi, je suis hyper simple. Je suis hyper simple comme personne. Après, il y a la fame qui est venue, il fallait composer avec. Et d'ailleurs, quand j'arrête ma carrière en 2018, je fais enfin, je vais avoir une vie. On ne me connaîtra plus. Waouh, j'ai hâte. Et ça ne s'arrête pas. Ah, Je fais avec. Justement, c'est ça qui est drôle et la transition, elle est parfaite. Parce que la prochaine question, c'est du coup, ça fait quoi de passer de l'autre côté? Aujourd'hui, il y a le dojo Lucie Ilias. Même si je sais que tu n'es pas forcément à l'aise avec ça, ce que tu me disais en off. Mais il y a le dojo Lucie Ilias. Ça fait quoi de passer de l'autre côté et d'être maintenant celle qui coach? En fait, quand tu es athlète, tu es hyper égoïste. Ah bon? Bien sûr, il faut être égoïste pour être athlète parce que tu ne penses qu'à toi, à ta performance. C'est tout. Tu dois dormir, tu dois te reposer, tu dois t'entraîner, tu dois gagner. Tu auras les médias autour de toi. C'est toi que toi. Être égoïste et il y a un staff qui bosse autour de toi, ils n'ont pas de lumière, eux. Alors que c'est grâce à eux que tu es là, mais c'est toi, tu prends tout. Tu es égoïste et tu penses qu'à toi. Ouais, j'ai pas faim. Ma grand-mère, mes parents, ils cuisinent pour moi. Je peux pas, j'ai pas faim. Pourquoi? J'ai compétition. C'est toi. Les dimanches, on va où? Ma compétition, mes moments à moi. On m'emmène où? Mon entraînement. Là, tu es égoïste à 1000%. Mais de passer de l'autre côté, du coup, c'est savoir redonner. Tout ce qu'on t'a donné, tu redonnes. Et c'est de l'apprentissage au quotidien. Et c'est un mal au crâne tous les jours. La douleur au crâne que j'avais jamais eue, je l'ai aujourd'hui. Parce que j'ai 100 élèves et il y a 100 progressions différentes, 100 objectifs différents. Et alors là, j'ai une seule tête, je pense pour 100. Alors là c'est compliqué. Surtout que tu essayes de trouver la prochaine Lucie Ilias dans les 100 têtes que tu as, quoi. Et en fait, je ne cherche pas la prochaine Lucie Ilias, je cherche la prochaine personne qui fera son nom. Il fait son nom. Moi, j'ai fait mon nom à moi et les autres, ils doivent faire pareil. Il ne faut pas se comparer, il faut qu'ils soient encore meilleurs, qu'ils fassent mieux encore. Donc, tu es leur modèle, mais il faut qu'ils aient leur identité quand même. Ouais, c'est pour ça que je leur dis, je ne dois pas être votre modèle. Ayez votre propre objectif. Soyez pas comme Lucie Ilias. C'est vrai qu'ils le disent beaucoup et que je ne peux pas le contrôler. Parce que c'est comme ça, je suis devant eux, ils aiment beaucoup ce que je dégage. Oui, et puis parce qu'on est à La Réunion et parce que, mine de rien, que tu le dises ou pas, tu fais partie des plus grands sportifs réunionnais. Donc forcément, tu as un modèle pour tout jeune qui a envie de se lancer dans le sport.
Et à l'instar d'un Richardson, à l'instar d'un Narcisse, d'un Dimitri Payet et beaucoup d'autres. Donc forcément, tu es le modèle, quoi. Je l'entends, je le conçois, je le vois au quotidien, mais ça me flatte, hein. Je suis contente d'être modèle pour beaucoup de gens. Mais si j'ai réussi à faire ce que je sais faire, c'est parce que j'en avais pas, moi. J'avais pas de modèle. Je suis juste allée là où je devais être. J'ai été repérée, je savais même pas ça voulait dire quoi. J'allais en entraînement, ben ok, super. J'ai fait ce que j'avais à faire. Aussi. Je suis hyper... Ouais, je me soucie pas de tout ça. Je fais ce que j'ai à faire. Ah, c'est tout. En gros, tu mets vraiment des messages touchants sur les réseaux sociaux. Oui. Parce que, du coup, moi, je te suis. Tu parles de résilience, de motivation. Tu parles de ce que c'est aussi que d'être une femme dans un monde où c'est pas facile de performer en tant que femme. J'aimerais vraiment que tu nous parles de la communauté que tu as créée autour de toi aujourd'hui. Ma communauté, elle s'est créée malgré moi, encore une fois, parce que on a vu certainement sur les médias, on a vu dans la presse, on m'a vu quelque part et au final, ça a plu, je pense. Et on est venu me suivre sur les réseaux. Et moi, je suis quelqu'un d'accessible, pas dans la vie de tous les jours, parce que quand je suis dans la rue, j'ai pas l'air accessible, je suis concentrée sur ce que je dois faire, j'ai le visage assez fermé, parce que je suis concentrée, je suis quelqu'un qui est très concentré dans la vie. Mais sur les réseaux, on m'envoie des messages, je réponds à tout le monde. Je réponds à tout le monde. Des milliers de messages, je réponds tous les jours. On t'a envoyé des messages, tu nous as répondu. Je réponds à tout le monde, tout le monde. Si j'ai pas répondu, il faudra qu'on me relance, c'est tout. Mais parce que j'ai pas eu le temps ou j'ai pas vu, c'est passé à la trappe. Mais je réponds à tout le monde, je prends vraiment le temps de le faire et je pense que c'est ça qui fait la différence avec qui a permis de créer vraiment qui m'a créé. Ouais. C'était vraiment sans intention aucune de créer une communauté. Ah, je veux une communauté, pas du tout. Ben, je réponds à tout le monde, mais je suis comme ça dans la vie. Quelqu'un me demande quelque chose, je vais répondre. Je pense que c'est de la bienveillance pure. Je réponds. Si quelqu'un me demande, t'as acheté où ce haut, je vais dire, mais c'est à tel endroit, va le chercher si encore. Limite, je vais dire, ouais, je vais chercher pour toi, je te le ramène. Je suis comme ça au quotidien. Il n'y a pas vraiment d'objectif. En fait, c'est juste que tu travailles avec quoi? Juste des marques qui te plaisent, que tu as envie de mettre en avant. Il n'y a pas vraiment d'objectif par rapport à ça, quoi. C'est au kiff, au feeling. C'est au feeling. C'est les marques qui viennent vers moi. Ce sont les marques qui viennent vers moi parce qu'ils voient que je corresponds peut-être à leur image, à ce qu'ils veulent véhiculer. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Et c'est plus dans l'entraide, je dirais, que dans une fin business. Ok. C'est parce que c'est drôle, on se demande qui est la personne derrière tout ça quand on regarde tes réseaux sociaux. Et quand on parle de réseaux sociaux aussi, assis, toutes les questions, des fois fun ou drôles, que les gens se posent sur le karaté et tout ça. Par exemple, une question, est-ce que tu t'es déjà servi du karaté en dehors des tatamis? Est-ce qu'on la table de monde? Non. Au collège, ouais. Au collège? Au collège, je me suis tapée. Ah ouais? Ouais. Mais il savait qu'il tapait une championne d'Europe de karaté au collège ou pas? Ouais. En fait, en vrai, il y avait des petites guéguerres parce qu'il y a d'autres personnes qui faisaient d'autres sports. Ouais. Moi, je faisais du karaté, l'autre fait la boxe, l'autre fait football. C'est qui les meilleurs là-dedans? Donc, vraiment, pendant des années, c'était toujours titiller, me pousser, me titiller pour dire « Ouais, ben, teste un coup et tout. » Et moi, je suis tranquille, je suis vraiment quelqu'un de tranquille. Je fais du karaté parce que c'est en face. Voilà, c'est le gymnase d'en face, en fait. Vraiment RAF, en fait, vraiment. Ouais. Mais, test. Sauf que... à un moment donné, c'en est plus une. C'était le mauvais moment. Parce que je suis pas tout le temps bien. Je suis comme tout le monde, je peux avoir des moments down, je peux avoir des moments où je suis pas à l'aise. J'avais perdu mon grand-père et il m'avait offert une chaîne. Il avait offert à tous ses petits-enfants un petit cadeau. Et moi, j'avais eu un cadeau. Comme il avait un cancer, il savait qu'il allait partir, donc il nous a offert un cadeau. Et en fait, là-dedans, il y a une personne qui titillait, qui cherchait vraiment, qui m'a arraché la chaîne. Ma chaîne, elle s'est cassée. J'ai vu rouge. Et là, c'était la fin. Et jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais battue parce que j'ai eu le respect ce jour-là.
Et je pense que c'est à ce moment-là qu'on a vu que j'étais karatéka et que je savais me taper pour de vrai. Donc, je ne me suis pas servi du karaté, hormis ce moment-là où même moi, j'ai perdu le contrôle de moi-même. Et voilà, j'étais petite. C'est un peu ça, le délire des arts martiaux aussi, c'est de se contrôler. Bien sûr, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'en servir parce que le but, c'est d'avoir le contrôle. Le self-control. Et dès lors où on perd le self-control, on a déjà perdu. Et est-ce qu'un karatéka est considéré comme une arme blanche? Bien sûr. Ah, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai. On n'a pas le droit d'utiliser le karaté en dehors, on n'a pas le droit de se battre. Ah ouais? Oui, bien sûr. On sait se battre pour de vrai, donc on est une arme blanche. Et même si on se fait attaquer, on doit répondre à la hauteur de l'attaque. Ce qui sera compliqué parce que nous, on sait vraiment se battre. D'accord. Voilà. Donc si je prends un coup, je dois rendre un seul coup. Je ne dois pas rendre un coup de poing que je sais faire. Je dois rendre à la hauteur, la légitime défense. Waouh, ok. Parce que, du coup, c'est vraiment les questions. Et karaté versus MMA, qui gagne? Je dirais MMA parce que le MMA, il est hyper complet. Il va savoir se battre en haut, en bas, il va savoir faire des clés. Nous, le karaté, c'est un peu moins poussé dans le côté où on va dans la technique. Blesser l'autre. Bien sûr, le karaté, le but, c'est vraiment de contrôler ses coups et de marquer ses points le plus rapidement possible. Donc, c'est un art martial assez sain. Et le MMA, il va être un petit peu plus brutal, un peu plus virulent. C'est qui pour toi le plus grand karatéka de tous les temps? Le meilleur karatéka de tous les temps, pour moi, c'est un ami à moi qui s'appelle Steven Dacosta, parce que c'est l'unique champion olympique de karaté. Le karaté a été olympique une seule fois dans l'histoire du karaté. Oui, et pour moi, c'est lui. Et je l'adore, c'est un ami à moi, et on était dans la même team, et je suis tellement fière que ce soit un ami à moi qui soit le plus grand karatéka de tous les temps. Il y a un regret autour du karaté et des JO. C'est vraiment une question dont je voulais te parler. Nous, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas le karaté aux JO, par exemple, là, parce que ça vient juste de se terminer. Oui. Et c'est quoi le problème entre le karaté et les JO? Moi, je pense que le fait que le karaté ne soit pas olympique, c'est un souci politique, ce qui est bien triste et malheureux, parce qu'il y a énormément de pratiquants de karaté dans le monde entier. Et c'est un sport qui plaît, c'est un sport qui est beau. D'autant plus qu'on a conforté notre place avec un Français qui est champion olympique. Donc, pourquoi enlever le karaté aux Jeux Olympiques alors que c'est à Paris, en fait. Un Français avait l'occasion de devenir encore champion olympique. Double champion et d'autres Français même. Et ça change la donne, puisque financièrement, quand on est olympique, les salaires sont beaucoup plus hauts, les primes sont beaucoup plus hautes, et les sponsors, ça donne de la visibilité, ça donne un autre... Ça donne un autre souffle, une autre envergure au sport, et c'est vraiment très dommage. Après, on ne peut pas contrôler ce côté politique-là, ça a été enlevé malgré nous, et c'est vraiment regrettable, parce que je trouve que c'est un sport hyper beau, et c'est un sport noble, surtout avec de belles valeurs. Ouais, c'est ça, et surtout qu'il y en a d'autres qui ressemblent, comme le judo, comme ça, donc on se dit, oui. pourquoi le karaté et pas autre chose, quoi. Les seules explications qu'on a eues, c'était que c'était similaire aux sports qui étaient déjà présents, comme le taekwondo, comme le judo, et qu'on attire le même public. Alors qu'au contraire, on attire un nouveau public encore, puisque le karaté, le judo, ok, pour les gens peut-être pour le public extérieur, c'est la même parce qu'il y a un kimono blanc, mais il y a des différences. Ah tu m'étonnes. Pour moi, ça n'a même rien à voir. Non, ok. Et pour finir, je vais juste te poser des questions un peu marrantes. Donc, tu es karatéka, plutôt perdre les jambes ou perdre les bras? Perdre les bras. Ah ouais? Oui. Tu gardes les jambes? Oui, il faut que je marche. Il faut que je saute, il faut que je marche, il faut que je cours s'il y a un souci. Okay. Bruce Lee versus Chuck Norris, qui gagne? Parce que Bruce Lee, il est assimilé karatéka. Oui. Bruce Lee, allez. Allez, Bruce Lee. On dit Bruce Lee, il tape Chuck Norris. Si tu pouvais inviter n'importe qui, mort ou vivant, à discuter karaté avec toi, ce serait qui? Ça veut dire Bruce Lee, ça veut dire n'importe qui, n'importe quel grand sportif ou grand... Avec qui tu aurais aimé faire un combat de karaté ou discuter karaté? Moi, j'adore Simone Biles. Donc, on va trouver un langage où on va se comprendre toutes les deux. Elle est gymnaste. Je vais lui enseigner le karaté. Elle va m'apprendre la gym.
C'est un message lancé à Simone Biles, si un jour tu regardes l'émission. Sache que Lucie adorerait discuter autour d'un Avec café. toi. Let's go. Le message est lancé, ça dit en passant. Ouais, rien à voir avec le karaté. Hein. Okay. Rien à voir avec le karaté. Rien à voir avec le karaté. Mais ouais, j'aime bien toucher à tout. Donc ouais, moi, j'invite quelqu'un qui ne connaît pas du tout le karaté. Ok, et mes 2 dernières questions, c'est si tu étais un personnage de série ou de manga, qui tu serais? Ladybug. Sérieux? Alors, personne n'a jamais sorti ça par contre. Pourquoi Ladybug? En fait, c'est l'héroïne préférée de mes athlètes féminines. Ah ok. Donc du coup, j'ai une petite explication avec elle. Pourquoi Ladybug? Parce qu'elle est belle, Okay. elle dégage la féminité avec un peu de force. Elle sait se battre, Elle sait se battre, elle reste féminine, donc Ladybug, ça correspond très bien à ce qu'on essaie de faire maintenant, de mettre de la féminité un petit peu dans un sport masculin. Ah, c'est stylé, j'aurais vraiment pas pensé à Ladybug, vraiment. Et si tu devais changer de métier, qu'est-ce que ce serait et pourquoi? Si je devais changer de métier, je m'orienterais vers ce dont j'ai toujours voulu, ce dont je faisais même auparavant. Prof des écoles, c'est ce que je faisais auparavant, parce que j'adore enseigner et que depuis que je suis petite, je m'étais dit que j'allais être prof des écoles. Et puis après, c'était pas cohérent avec ma carrière de haut niveau, puisque j'avais beaucoup de déplacements. Donc s'il y avait à refaire quelque chose, et si je changerais de métier, j'aurais pas de mal à me réorienter vers le métier de prof des écoles, et j'aime beaucoup les enfants. T'as triché parce que c'est un peu ce que tu fais au dojo. C'est ce que je fais au dojo et c'est pour ça que je le fais. Ça me fait... T'aimes enseigner, t'aimes transmettre. J'aime enseigner, j'aime les enfants. J'ai adoré. La dernière question, c'est venir chez Skydo ou ne pas venir chez Skydo TV? Mais il faut venir. Tu t'es amusé? Bien sûr, je me suis bien amusée, j'ai été super bien reçue et merci beaucoup. C'est un plaisir, on a vraiment adoré. On a appris plein de choses sur toi et tout. Et comme à chaque fin d'émission, merci à tous de nous suivre, d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et de découvrir toutes les personnalités qu'on invite sur le plateau. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de soutenir. On est là pour partager de la valeur et des messages positifs. Merci Lucie. Merci, c'était cool. Ouais, franchement, bien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On a adoré faire cet épisode pour vous. Vous pouvez nous retrouver sur les liens qui s'affichent sur l'écran, sur Instagram, YouTube et sur podcast. Vous pouvez également nous envoyer des idées d'interview ou vous proposer vous-même pour être interviewé sur contact@skydo.tv. On a hâte de vous proposer de nouveaux épisodes. C'est parti.